Je me réveille avant le jour, pas par vertu, par habitude. Dans notre petite Bastide de Provence, l'aube arrive comme une visiteuse discrète. Elle n'ose pas faire de bruit. Elle glisse d'abord sur les tuiles, puis sur les volets, et enfin sur le carrelage froid de la cuisine. Ce carrelage qui connaît par cœur le poids de mes pas. Jean dort encore, ou plutôt, il repose. À notre âge, le sommeil n'est plus un grand plongeon, c'est une barque qui tangue. J'écoute sa respiration, régulière, mais plus légère qu'avant. Parfois je reste là, immobile, à compter les secondes entre deux souffles, comme si je pouvais, en les comptant, empêcher le temps de s'installer. Je mets de l'eau à chauffer, le même geste chaque matin, le même petit bruit de flamme, le même cliquetis de la cuillère contre la tasse. Le café filtre goutte à goutte, avec la patience d'un vieux cœur. Dans ce son-là, on pourrait croire qu'il y a la paix. Pourtant, il y a autre chose, une sorte de vide poli, bien peigné, qui se tient droit comme un invité qu'on n'a pas convié. Je passe ensuite par le jardin, la porte grince toujours au même endroit. Je me dis qu'un jour je la réparerai, et je sais déjà que je ne la réparerai pas. Les lavandes sont là, alignées, fidèles. Même en hiver, même dans les jours maigres, elles gardent une dignité, comme ces femmes qui ont appris à sourire en serrant les dents. J'ai une paire de ciseilles, un vieux tablier et une manière de faire, précise, presque tendre. Je coupe, je nettoie, je redresse une tige. C'est un travail qui ne parle pas, mais qui répond. Les plantes ne demandent rien, elles acceptent tout. Parfois je pense que j'ai vieilli pour aimer cela, une présence qui ne réclame pas, qui ne juge pas, qui ne s'impatiente pas. Au loin, un tracteur démarre, un chien aboie puis se tait. Le vent passe, comme une main qui effleure sans s'arrêter. La Provence est belle, mais la beauté avec les années devient un décor. Elle n'empêche pas la solitude, elle la rend simplement plus élégante. Je reviens à l'intérieur, la maison sent la cire et la pierre tiède, une odeur de choses anciennes qui ont été aimées longtemps. Sur la table, je range 2 bols, pas 3, pas 4, 2. Je le fais sans y penser, et c'est justement cela qui fait mal. Le corps s'habitue avant l'âme. Antoine, notre fils. Je prononce son prénom en silence, comme on touche une cicatrice pour vérifier qu'elle est toujours là. Il est à Paris. Depuis des années, Paris l'a pris avec cette douceur brutale des grandes villes. On croit partir pour vivre, on part et on oublie d'être présent. Je ne dis pas cela à Jean, lui non plus ne le dit pas. Entre nous, il y a une pudeur faite de respect et de fatigue. Nous avons été de ceux qui ne se plaignent pas. Nous avons travaillé, économisé, réparé, replanté. Nous avons cru que l'amour se prouvait comme une maison se construisait, pierre après pierre, sans discours. Mais depuis quelque temps, je sens un changement, minuscule et cruel. Ce n'est pas un drame, c'est pire, c'est une lente diminution. Les appels sont plus courts, les visites se raréfient, les phrases deviennent pratiques. Ça va? On s'organise? Je te rappelle. Et moi je réponds oui, oui, parce que je ne veux pas être la mère qui retient. Jean de Sang enfin, il a cette façon d'entrer dans la cuisine comme on entre dans une chapelle, sans gestes inutiles. Son regard me cherche, puis se pose sur la cafetière. Il ne sourit pas beaucoup, Jean, mais quand il me dit « Bonjour, Marie », j'entends encore derrière l'usure l'homme qu'il était. Nous buvons en silence, un silence épais, pas hostile, un silence de couple ancien qui a tout dit. Pourtant, même ce silence-là a changé. Avant, il était rempli. Maintenant, il y a parfois des trous. Je regarde la lumière sur la nappe, je pense au dimanche d'autrefois. Antoine qui court, qui renverse un verre, qui rit. Je me surprends à écouter, comme si un pas allait résonner dans le couloir. Rien. Alors je me lève pour essuyer un coin de table déjà propre, juste pour faire quelque chose de mes mains. Dans la maison, tout fonctionne. Les volets, la cafetière, les robinets, les saisons. Tout fonctionne, sauf ce qui devrait nous tenir chaud. Et pourtant, je continue. Je coupe la lavande, je prépare le café, je range 2 bols. Je continue, parce que c'est ainsi qu'on survit à la solitude.
en la rendant invisible, en la pliant soigneusement, comme un drap qu'on ne veut pas montrer. Le message arrive un mardi, à 11h13. Je m'en souviens comme on se souvient d'une piqûre. Ce n'est pas la douleur qui marque, c'est la surprise. Mon téléphone était posé près de l'évier, entre le torchon et le pot de sel. Il a vibré, une seule fois. Ce petit frisson sec qui traverse la table et remonte dans les os. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai essuyé mes mains lentement, comme si le temps devait me préparer. « Maman, on vient pour les fêtes. Moi, Léa et des amis. On arrive vendredi. » Voilà. Pas de « tu me manques », pas de « comment tu vas vraiment », mais j'ai senti mon cœur se soulever malgré tout, comme une porte qui s'ouvre trop vite. J'ai relu 2 fois, 3 fois. Je me suis dit « ils viennent », et tout le reste, la sécheresse, la brièveté, je l'ai rangé dans un coin de moi, là où je mets ce que je ne veux pas sentir. Je suis allée montrer le message à Jean. Il était dans la remise, en train de réparer une vieille charnière. Il a pris mes lunettes au passage, parce que je les avais oubliées sur le buffet. Un petit geste d'homme qui aime encore, sans en faire un discours. Il a lu. Il a hoché la tête. « Vendredi », a-t-il dit. Rien de plus. Mais ses mains se sont arrêtées une seconde, comme si dans ce mot, il y avait un morceau de jeunesse qui revenait. Je l'ai vu très clairement, et j'ai eu envie de pleurer. Pas de tristesse, pas encore, d'une joie nerveuse, fragile, qui sait déjà qu'elle peut se casser. Après, tout s'est mis en marche. C'est étrange, comme un simple message peut réveiller une maison entière. Comme si nos murs, nos meubles, nos rideaux attendaient cela depuis des mois. Du bruit, des pas, une présence. Je me suis surprise à marcher plus vite, à ouvrir les placards, à faire claquer les portes, sans le vouloir. Le silence reculait. Je me suis mise à préparer, avec cette énergie que je n'ai plus d'habitude. Je disais « je vais faire simple », et dans la seconde suivante, je pensais « non, il faut que ce soit parfait ». Pas pour impressionner, pour retenir, pour que Paris, ne serait-ce que 2 jours, se souvienne que la Provence existe et que sa mère aussi. J'ai sorti le vieux carnet de recettes, celui dont les pages sont tachées de beurre et de vin blanc. Les coins sont arrondis, comme un livre qu'on a beaucoup consulté, comme une vie qu'on a beaucoup recommencée. J'ai passé le doigt sur l'écriture. C'est la mienne, plus jeune, plus droite. Je me suis entendue dire à voix haute « On fera une daube provençale, lente, comme il aime. » Jean a levé les yeux. « Il mange encore ça, à Paris ?» Sa question avait une ironie tendre, mais aussi une inquiétude. Est-ce qu'il est encore notre fils ou un étranger poli? Je n'ai pas répondu. J'ai fait comme si je ne comprenais pas, parce que moi aussi je me pose la question, souvent. J'ai commencé par le marché du village. Le matin, l'air piquait. Les étals étaient modestes, mais je cherchais comme une femme riche, le bon morceau, la bonne herbe, le petit détail qui change tout. J'ai choisi la viande, j'ai tâté les légumes, j'ai pris des citrons, du thym, du laurier. J'ai pris aussi des fleurs, bien sûr, de la lavande séchée pour la table et un petit bouquet d'oliviers, pour faire beau, pour faire chez nous. La boulangère m'a dit « Vous avez du monde ?» J'ai répondu trop vite « Oui, mon fils ». Et j'ai senti une fierté absurde, presque honteuse, comme si j'avais besoin devant les autres de prouver que je ne suis pas seulement une vieille femme dans une bastide, mais une mère qu'on visite. En rentrant, j'ai nettoyé comme on prépare une scène de théâtre. Les vitres, les champs, les verres. J'ai frotté jusqu'à faire disparaître des traces que personne ne verra. Mais moi, je les vois. Je vois tout. Et surtout, je vois ce que je ne pourrais pas nettoyer. L'absence. Dans la chambre d'Antoine, celle que nous avons gardée intacte pendant trop longtemps, j'ai ouvert les volets.
La lumière est tombée sur ces vieux livres, une odeur de papier et de poussière, la poussière des années où il n'est pas venu. Je me suis assise sur le bord du lit, là, 1 minute, sans bouger. Je me suis dit, vendredi, il sera là. Et tout de suite, une autre voix, plus sombre, a chuchoté. Oui, mais comment sera-t-il là? Parce que, à notre âge, on ne craint plus les départs bruissants, on craint ce qui est pire, les présences distraites, des corps dans la maison et les esprits ailleurs. Je me suis relevée, j'ai refermé la porte doucement, j'ai repris le rythme des casseroles, des listes, des courses, et dans ma tête, j'ai commencé à cuisiner comme une chef Michelin, non pas pour le goût, mais pour l'espoir. Un espoir qui sentait déjà, légèrement, la peur. Ils sont arrivés en fin d'après-midi, dans un nuage de poussière et de voix mêlées. J'étais sur le pas de la porte, le tablier encore noué, les mains légèrement humides, comme une enfant qui attend son tour. Jean se tenait un peu en retrait, droit, silencieux, déjà sur ses gardes. Antoine est sorti le premier. Il m'a embrassé rapidement, une joue, puis l'autre. Un geste appris, efficace. Son parfum n'était plus le sien. Derrière lui, Léa a souri, téléphone à la main, déjà ailleurs. Et puis il y avait les autres, sacs volumineux, lunettes de soleil, rire trop fort pour l'heure. « C'est magnifique ici !» a dit quelqu'un, sans me regarder. Ils sont entrés comme on entre dans un lieu loué. Les valises ont glissé sur le sol ancien. Une voix a demandé, presque aussitôt, « C'est quoi le Wi-Fi ?» Pas « Comment tu vas ?» Pas « Vous avez fait bonne route ?» Seulement le mot de passe. Je l'ai donné, doucement. Ma voix ne tremblait pas, mais quelque chose en moi s'est refermé. Le salon s'est rempli en quelques secondes, des manteaux sur les chaises, des chaussures près du buffet. Ils ont ouvert les fenêtres sans demander, déplacé les coussins, posé leur téléphone sur les photos de famille. Jean regardait, immobile, comme un homme à qui on démonte la maison pièce par pièce. Je suis allée à la cuisine, par réflexe. Là, au moins, je savais quoi faire. Le bruit des casseroles couvrait leur rire. Je me disais, ils sont jeunes, ils vivent autrement. Je me le répétais comme une prière, pour ne pas entendre ce que je sentais déjà. Quand je suis revenue avec des verres, ils parlaient de sorties, de plages, de bons plans. L'un d'eux a dit en riant, « Franchement, on a fait une super affaire, pas d'hôtel à payer. » Ils ont tous ri. Moi aussi, un peu, par politesse, par habitude. Jean a pris un verre de vin, lentement. Ses mains tremblaient à peine, juste assez pour que je le voie. Notre maison était pleine. Et pourtant, je n'avais jamais senti un vide aussi précis. Le dîner, je l'avais rêvé comme une retrouvaille. Une table qui rassemble, des regards qui se croisent, une chaleur simple, cette chaleur qu'on croit éternelle jusqu'au jour où elle disparaît sans bruit. La réalité s'est assise en face de moi, avec des téléphones posés près des assiettes. J'avais dressé la table avec soin, nappe claire, verre fin, couvert que je ne sors que pour les grandes occasions. Au centre, un petit bouquet de lavande séchée, discret, comme un souvenir qu'on veut garder vivant. La daube avait mijoté des heures, le vin avait pris le temps de devenir rond, de se calmer, comme nous. Antoine s'est assis sans vraiment s'arrêter sur mon visage. Il regardait déjà l'écran, répondait à un message, riait à une phrase que je ne connaissais pas. Léa a pris une photo de la table avant même de dire bonsoir au plat. « C'est hyper authentique », a-t-elle murmuré. Je ne savais pas si c'était un compliment ou un décor. Les amis parlaient vite, fort, comme si le silence les menaçait. Ils comparaient des prix, des applications, des trucs pour voyager moins cher. Et puis l'un d'eux, un garçon aux mains trop propres, a lancé en riant « Franchement, dormir ici, c'est le meilleur plan, 0 € la nuit !» Ils ont tous applaudi, comme si c'était une blague brillante. J'ai senti mon sourire se figer.
J'ai pris la carafe d'eau pour occuper mes mains. Jean, lui, n'a pas bougé. Il regardait son verre. Pas le vin, non, le tremblement léger de sa propre main, comme si elle le trahissait. Il avait sorti une bouteille qu'il gardait depuis 10 ans, un vin de patience, un vin de fierté, un vin qu'on ouvre pour les moments importants et qui, ce soir-là, semblait presque humilié. « Vous avez du réseau jusque dans les chambres ?» a demandé une fille. « Oui », ai-je répondu. Ma voix est sortie trop douce, comme celle d'une femme qui s'excuse d'exister. Le plat a circulé. Je servais, je resservais. J'observais les bouchées avalées sans attention, les compliments mécaniques. « C'est trop bon !»« Waouh, on mange mieux qu'au resto !» Et au fond de moi, une petite honte. Une honte absurde, mais tenace. Celle de se sentir heureuse d'être utilisée parce qu'au moins on a une place. Puis la demande est tombée, sans gêne, sans préambule. « Madame, vous pourriez laver ça vite fait ?» a dit l'un des amis en posant sur la chaise un maillot de bain humide. Madame, pas Marie, comme si j'étais une fonction. Je suis restée une seconde immobile, une seconde seulement, mais dans cette seconde, j'ai senti quelque chose se fendre, comme une fine porcelaine. Jean a levé les yeux vers moi, un regard bref, mais lourd. Il ne disait rien, il me demandait « Tu vas accepter ?» Et dans sa question silencieuse, il y avait aussi « Pourquoi acceptes-tu toujours ?» J'ai pris le maillot, je l'ai tenu entre mes doigts comme on tient une preuve. Je me suis levée. « Bien sûr », ai-je dit. Je suis allée vers la buanderie. Chaque pas sonnait plus fort que d'habitude. La maison, notre maison écoutait. Derrière moi, les rires reprenaient, légers. Ils parlaient déjà de la plage du demain, des photos à faire, des routes à prendre. Moi, je frottais un tissu synthétique sous l'eau froide, les mains rouges, et je sentais la vieillesse non pas dans mes articulations, mais dans cette phrase qui tournait, obstinée dans ma tête. Je suis là, et pourtant je ne compte pas. Dans le salon, Jean a versé le vin, lentement, avec une précision presque sacrée, le geste d'un homme qui, cette fois, se tisait pour ne pas hurler. La nuit est tombée sans prévenir, comme une fatigue trop longtemps retenue. Le vent s'élevait d'un coup, brutal, faisant claquer les volets avec une colère sèche. La Méditerranée, pourtant lointaine, semblait avoir décidé de traverser les collines pour venir frapper notre maison. Puis, le noir. Une coupure nette, sans transition. Les lumières se sont éteintes, les voix se sont arrêtées une fraction de seconde avant de revenir, plus aiguës, plus nerveuses. Les téléphones se sont allumés comme des lucioles inquiètes. « C'est sérieux ce truc ? Il y a plus de réseau. On capte rien ici. » Je suis restée debout près de la table, les mains vides. Dans l'obscurité, je me sentais soudain transparente. Jean s'est levé sans un mot. Il connaissait la maison. Il savait où chercher, comme on connaît le corps d'une femme après 50 ans de vie commune. Il a trouvé les bougies, une à une. Il les a allumées. La flamme tremblait, mais elle tenait. Sur les murs, les ombres ont grandi, déformant les visages. Les jeunes semblaient perdus, presque offensés par cette absence de confort, comme si la nuit était une faute que nous leur faisions. « On fait quoi maintenant ?» a demandé quelqu'un. Personne ne leur avait jamais appris à attendre. La pluie a commencé à frapper le toit, lourde, insistante. Le vent hurlait dans les arbres du jardin, tordant les lavandes, comme si même elles n'étaient plus protégées. Je suis allée fermer une fenêtre restée entr'ouverte. En passant près de l'escalier, j'ai entendu des pas qui ne cherchaient pas leur chemin, des pas sûrs, décidés. J'ai reconnu la voix d'un des amis d'Antoine. « Ouah, c'est quoi ce coin ?» Mon cœur s'est serré. Le hameau, la maison, le salon, tout cela, il l'avait déjà pris. Mais pas ça, pas le bas. « Jean !» ai-je murmuré. Trop tard. Un bruit sec a éclaté, puis un autre. Le son du verre qui cède, qui se brise. Un son irréversible. Le hameau du silence a été transpercé. Jean est arrivé en bas en même temps que moi. La scène était éclairée par la lueur tremblante d'un téléphone. Le sol, mouillé, rouge sombre, des éclats partout.
Une bouteille couchée, puis une autre. « Désolé, monsieur, j'ai glissé », a balbutié le jeune homme. Glissé, sur 10 années d'attente, sur des vendanges choisies, sur des bouteilles que Jean descendait parfois regarder, sans en ouvrir aucune, juste pour se souvenir qu'il avait encore quelque chose de précieux. Jean n'a pas crié, il n'a pas bougé, il s'est accroupi, il a touché le sol du bout des doigts, il a senti le vin, comme on sent le sang, et dans ce geste lent, respectueux, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Ce n'était plus de la maladresse, ce n'était plus de l'insouciance, c'était une intrusion, une violation, notre intimité forcée, notre patience piétinée. Le jeune homme reculait, gêné. Les autres descendaient maintenant l'escalier, attirés par le bruit, par le spectacle. Antoine est apparu derrière eux. « C'est bon, c'est qu'une bouteille », a-t-il dit. Jean s'est relevé. Il l'a regardé, longtemps. Dans la lueur instable, son visage était calme, trop calme. Je l'ai reconnu, ce calme-là. C'est celui qui précède les décisions irrévocables. Dehors, la tempête faisait rage. Dedans, le silence venait de changer de nature. Il n'était plus vide. Il était prêt. Jean a remonté l'escalier sans un mot. Pas en fuyant, en s'éloignant pour ne pas éclater. Je l'ai suivi. Mes genoux étaient raides, mais je montais vite, comme on court après quelque chose qu'on ne veut pas perdre. La dignité. Dans la cuisine, la bougie projetait une lumière jaune sur les visages. Les amis d'Antoine s'étaient regroupés autour de la table, agités, irrités, comme des voyageurs bloqués dans une gare. On entendait la pluie marteler les vitres et par-dessus les soupirs. « On ne peut pas rester comme ça. C'est flippant ici. Il n'y a pas un groupe électrogène ?» Jean a ouvert un tiroir. Il a sorti une chemise cartonnée, puis une autre et encore une. Je les ai reconnus. Des documents, des factures, des papiers rangés depuis des années avec la précision d'un homme qui a toujours cru que l'ordre protège. Il a posé le tout sur la table, à côté du pain, comme on poserait une preuve devant un tribunal. « Asseyez-vous », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, juste incontestable. Ils se sont assis. Antoine a levé les yeux, surpris. « Papa, tu fais quoi ?» Jean a allumé une seconde bougie, l'a placée au centre. La flamme éclairait ses mains. Elle tremblait un peu, oui, mais pas de peur, de tension contenue. « Je vais vous lire quelque chose », a-t-il répondu. Il a sorti une feuille, une page tapée, claire, sans colère apparente. Le ton qu'il prenait, c'était celui d'un homme qui ne demande plus, qui constate. Hébergement, 4 nuits. Tarif moyen constaté dans le secteur, 120 € par personne et par nuit. Un rire nerveux a jailli. « Attendez, vous plaisantez ?» Jean a continué. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, produits locaux, cuisine maison, estimation 40 € par jour et par personne. Je voyais leur regard aller de Jean à Antoine, comme s'ils attendaient que leur ami intervienne. Antoine, lui, restait figé. Il avait l'air d'un adolescent pris en faute, mais il n'était plus un adolescent. Il avait mon âge quand je suis devenue mère. Jean a tourné la page. Service de blanchisserie, 5 € par pièce. Majoration urgence pour demande à 22 heures. La fille qui avait demandé le Wi-Fi a rougi. Le garçon au maillot de bain s'est enfoncé sur sa chaise. « Mais c'est abusé !» a soufflé quelqu'un. Jean a levé les yeux. Un instant, un seul. « Abusé ?» a-t-il répété doucement. Puis il a repris plus lentement. « Taxe de séjour. Je la déclarerai à la mairie demain, puisque manifestement, nous faisons de l'hébergement touristique. » Le mot « mairie » a coupé l'air, comme si tout à coup le jeu devenait officiel, comme si la maison cessait d'être un décor pour redevenir un lieu de droit. Antoine a poussé sa chaise. « Papa, arrête, c'est ridicule, ce sont mes amis. » Jean a posé la feuille à plat. Il a aligné les coins, calmement, comme on ferme un dossier. « Ce ne sont pas tes amis qui m'intéressent, » a-t-il dit. « C'est ce qu'ils ont fait ici, et ce que toi, tu as laissé faire. » Un silence lourd est tombé. Même la tempête semblait écouter. Jean a alors désigné du menton la porte qui menait vers l'arrière de la maison, vers l'ancien cabanon, la remise aménagée sommairement. « Vous avez 2 options, régler ou dormir là-bas cette nuit.
Ici, c'est terminé. Je me suis crispée, parce que je connaissais Jean, et je savais que quand il prononçait « terminé », il ne revenait pas en arrière. Les jeunes se regardaient stupéfaits. Antoine avait la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre que son père ne jouait pas. Il découvrait, à 40 ans passés, une chose simple, brutale. Cette maison n'était pas un hôtel, et ses parents n'étaient pas du personnel. Moi, je restais debout, derrière Jean. Je n'avais pas parlé, mais je sentais mes gorges se serrer. Ce que Jean faisait là, ce n'était pas seulement une facture, c'était une défense. Et sous la lueur des bougies, j'ai compris que cette nuit-là, notre table n'était plus une table de fête, c'était un tribunal. Antoine s'est levé d'un coup. La chaise a grincé sur le carrelage, un son agressif, presque vulgaire dans cette cuisine où tout, d'habitude, se fait en douceur. Il avait le visage rouge, non pas de honte, de colère. La colère de ceux qui se croyaient encore protégés par l'enfance. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il lancé. « À moi ?» Jean n'a pas bougé. Il tenait la feuille comme on tient un miroir qui renvoie ce qu'on ne veut pas voir. « À toi ?» a-t-il répété. « Non, à ce qui se passe ici. » Antoine a balayé la pièce du regard, les bougies, les ombres, la pluie derrière les vitres, et ses amis qui se taisaient enfin, comme si, tout à coup, l'âge entrait dans la maison avec ses règles. « Mais c'est chez moi aussi !» a-t-il lâché. « Je suis ton fils, c'est ma maison. » Ces mots, je les ai sentis passer dans mon ventre comme une lame froide, parce qu'ils contenaient tout, l'assurance, l'habitude, l'idée que l'amour est un droit automatique, comme si être né suffisait à posséder. Jean a posé la feuille sur la table. Il a joint les mains. Sa voix est restée basse, mais elle avait cette netteté du métal qu'on aiguise. « Non, Antoine. » Il a marqué une pause, longue, pour que chaque syllabe tombe à sa place. « Juridiquement, tu es un invité. Cette maison est à nous. Elle est notre domicile, notre vie privée. Et ce soir, elle a été piétinée. » Antoine a eu un rire sec. « Tu parles comme un avocat. » Jean a levé les yeux. Dans la flamme, son regard était calme. Et pourtant, je voyais la fatigue derrière. 50 ans à travailler, à réparer, à se taire, et à croire qu'un fils finirait par comprendre sans qu'on ait besoin de lui expliquer. « Je parle comme un homme qui a trop attendu », a-t-il dit. Le ton n'était pas méchant, il était plus dur que la méchanceté. Il était lucide. Antoine a fait un pas vers lui. « Tu veux me faire passer pour quoi devant eux? Pour un profiteur ?» Jean n'a pas reculé. « Tu t'es fait passer tout seul. » Il a désigné la cuisine, la table, les bougies, notre maison en plein naufrage. Ils ont demandé le Wi-Fi avant de demander si ta mère allait bien. Ils ont sali, déplacé, exigé. Ils sont descendus à la cave comme si c'était un bar gratuit. Et toi, tu as laissé faire. À ce moment-là, Antoine s'est tourné vers moi. « Maman, dis-lui quelque chose. » Il cherchait mon secours comme autrefois quand il cassait un verre et que je dirais « ce n'est rien ». Il voulait que je répare encore, que je recolle, que je rende tout doux, tout acceptable. Je l'ai regardé et j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que ma tendresse pouvait devenir un piège, pour moi. Jean a parlé avant que je n'ouvre la bouche. Sur le plan du droit, tu es un invité. Sur le plan du cœur, tu as quitté ton rôle de fils quand tu as transformé ta mère en service gratuit. Le mot de service a fait tressaillir Antoine, comme s'il venait seulement de comprendre le poids de ce qu'on impose sans même le nommer. Un des amis a murmuré « On peut peut-être s'excuser ?» Jean a tourné la tête vers eux sans agressivité. « Les excuses sont une porte. » Il a repris plus froid, mais elles ne remplacent pas le respect. Le silence s'est épaissi. On n'entendait plus que la pluie, obstinée, et le bois qui craquait sous le vent. Les bougies vacillaient, comme si même la lumière hésitait. Antoine avalait sa salive. Sa voix s'est cassée légèrement. « Tu veux que je dorme dans la remise, comme un étranger ?» Jean a soutenu son regard. « Ce soir, oui. » Une pause. « Parce que ce soir, Antoine, tu as agi comme un étranger. » Je me suis sentie vaciller, non pas parce que Jean avait tort, mais parce que dans cette vérité, il y avait quelque chose d'insupportable. L'idée qu'un enfant peut devenir un homme et cesser, sans s'en rendre compte, d'être un fils.
Et moi, j'étais là, entre eux, comme une vieille nappe qu'on tire dans 2 directions. Je ne savais plus comment empêcher le déchirement. Je ne sais pas exactement quand j'ai décidé de bouger. Peut-être au moment où j'ai vu Antoine serrer les poings, comme un adolescent. Peut-être quand j'ai compris que Jean, lui, ne reculerait plus. Ou peut-être, tout simplement quand j'ai senti, au fond de moi, ce vieux réflexe, empêcher la maison de se briser. Je suis montée dans notre chambre. Les marches craquaient sous mes pas. La bougie que j'avais prise éclairait à peine le couloir. Les ombres tremblaient sur les cadres accrochés au mur. Antoine enfant, Antoine adolescent, Antoine souriant dans Paris devant une vitrine, autant de versions de lui, plus présentes que l'homme qui se tenait en bas. J'ai ouvert le tiroir du petit secrétaire, celui que personne ne regarde, celui qu'on garde au cas où, comme on garde une dernière cartouche de douceur. Le livret d'épargne était là, enveloppé dans un tissu fin, un carnet ancien, presque démodé. Les pages sentaient le papier jauni, la prudence, les renoncements. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai senti son poids réel, des chiffres, mais aussi des années. En redescendant, mon cœur battait trop fort, pas de peur, de tristesse, parce que je savais que ce que j'allais faire n'était pas un geste de théâtre, c'était un dévoilement. Et à notre âge, se dévoiler, c'est se mettre à nu devant son propre enfant. Dans la cuisine, tout le monde s'est tu quand je suis entrée. Jean m'a regardé, surpris, Antoine aussi. Je me suis approchée de la table. J'ai posé le livret au centre, près des feuilles de Jean. 2 mondes côte à côte, la rigueur du père et la tendresse têtue de la mère. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Antoine, la voix plus basse. J'ai respiré, longtemps. Puis j'ai parlé, doucement, comme on parle aux malades ou aux enfants, même quand ils ont 40 ans. « C'est ton livret, enfin, celui que j'ai rempli pour toi. » Antoine a froncé les sourcils. Il a ouvert le carnet, vu les lignes, les montants, les dates. Ses yeux ont bougé plus vite que son visage. Il ne s'attendait pas à cela. Personne ne s'attendait à cela. Même Jean, je crois, ne connaissait pas exactement la somme. « Maman, pourquoi ?» Je me suis entendue répondre avec une sincérité presque gênante. « Parce que j'ai eu peur, toute ma vie, que tu manques. » Une pause. Et parce que je croyais que c'était ça, aimer, prévoir à ta place. Les amis d'Antoine avaient baissé la tête. Dans la lumière tremblante, leurs joues semblaient plus jeunes, presque honteuses. La tempête dehors continuait, mais elle paraissait soudain plus lointaine, comme si la vraie violence était ici. J'ai posé ma main sur le livret. Je voulais te l'offrir pour votre appartement à Paris, pour que tu respires, pour que tu sois bien. Antoine a levé les yeux vers moi. Un instant, j'ai retrouvé le garçon qu'il était, celui qui, petit, me demandait « Tu m'aimes ?» comme si l'amour devait se prouver chaque jour. Alors, j'ai dit la phrase que je gardais depuis trop longtemps, la phrase qui me faisait honte, parce qu'elle révélait mon attente. Mais ce soir, je comprends quelque chose. Je me suis tournée vers la table, vers les bougies, vers la fatigue de Jean. L'argent n'achète pas du temps, il n'achète pas une présence, il achète du confort. Et ce confort, c'est celui que tes amis ont pris ici, sans même me voir. Antoine a serré le livret entre ses doigts. Ses lèvres ont tremblé. Il voulait répondre, mais aucune phrase ne sortait. Parce que face à une mère qui montre ses économies, on ne peut pas faire le malin. On ne peut plus se cacher derrière des blagues. Jean, lui, est resté silencieux. Je le sentais raide, comme un homme qui se retient de pleurer parce qu'il ne sait plus comment. Sa facture, ses tarifs, ses mots de droit, tout cela était sa manière de survivre. Moi, j'avais choisi une autre arme, la vérité nue. Je me suis approchée d'Antoine. Je ne te retire pas cet argent pour te punir. Une pause. Je le montre pour que tu comprennes le prix réel de ce que tu appelles « chez toi ». Antoine a baissé la tête. Dans le silence, on entendait presque le bruit de sa honte tomber, doucement, comme la pluie sur les tuiles. Et moi, debout au milieu de la cuisine, j'ai senti une douleur ancienne remonter, celle d'une mère qui aime plus qu'elle n'est aimée, et qui découvre trop tard que son amour a parfois servi de tapis. Mais dans cette douleur, il y avait aussi une lumière, parce qu'Antoine, enfin, me regardait. Après mon geste, la maison s'est comme ralentie.
Les amis d'Antoine ne savaient plus où mettre leurs mains. Ils chuchotaient, évitaient les regards. Ce n'était plus la même bande bruyante, sûre d'elle. C'étaient des silhouettes embarrassées, coincées dans une nuit sans électricité et sans excuse facile. L'un d'eux a murmuré qu'ils allaient se coucher. Un autre a ajouté qu'il était désolé, vraiment. Des mots qui se voulaient polis, mais qui ressemblaient à des pas en arrière. Ils ont disparu dans le couloir, vers les chambres, avec une prudence nouvelle, comme si les murs pouvaient les juger. La cuisine s'est vidée. Il ne restait que nous trois, la flamme des bougies et le bruit de la pluie. Antoine tenait encore le livret entre ses doigts. Il ne le lisait plus. Il le serrait, comme on serre une lettre qu'on aurait dû ouvrir plus tôt. Son visage avait changé. Les traits s'étaient affaissés, comme si l'homme qu'il prétendait être venait de quitter la pièce. Jean, assis, regardait la table. Ses mains étaient posées l'une sur l'autre, très calmes maintenant. La colère avait reculé. À la place, il y avait autre chose, une lassitude profonde, presque douce, celle des pères qui comprennent qu'ils ne peuvent pas éduquer un enfant de 40 ans, mais qu'ils peuvent encore se protéger. Le silence a duré. Je sentais mes épaules lourdes. Je n'avais plus d'énergie pour jouer la mère parfaite, la femme accueillante, la vieille dame qui s'excuse. Je voulais simplement que quelque chose soit vrai. Antoine a fini par parler. « Je ne savais pas », a-t-il soufflé. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que cette phrase, je l'avais trop entendue. Je ne savais pas, comme si ne pas savoir effaçait ce qu'on a fait. Jean a levé les yeux vers lui. « Tu ne voulais pas savoir », a-t-il dit, sans cruauté. Antoine a fermé les yeux une seconde, puis il a regardé autour de lui, comme s'il voyait la maison pour la première fois. Les fissures discrètes du mur, la nappe, les vieux meubles, les photos, et surtout nous, nos corps fatigués, nos mains plus lentes, nos dos plus courbés, cette vieillesse qu'il n'avait pas regardée parce qu'elle faisait peur, et qu'à Paris, on préfère croire que les parents restent éternels. Il s'est levé, lentement, sans bruit. « Je vais ranger », a-t-il dit. Je l'ai suivi des yeux. Il a pris une bassine, a essuyé la table, a ramassé les verres. Il s'est agenouillé pour récupérer des miettes au sol, comme si chaque geste était une excuse qu'il n'arrivait pas à formuler. Il n'avait jamais fait cela ici, jamais. Il avait toujours été le fils qui arrive et la mère qui sert. Je me suis surprise à le regarder avec une émotion étrange, de la fierté et de la tristesse, parce qu'il fallait une tempête, une cave brisée, une humiliation pour obtenir ce simple mouvement, participer. Jean s'est levé à son tour. « La cave », a-t-il dit. Antoine a hoché la tête. Il a pris une bougie. Il a suivi son père vers l'escalier. Je les ai entendus descendre. Les pas d'Antoine étaient hésitants, ceux de Jean lourds et réguliers. Je suis restée seule quelques minutes dans la cuisine. Je regardais la flamme danser. Je sentais mon cœur se serrer, mais différemment. Ce n'était plus seulement la solitude, c'était le vertige du changement. Dans la cave, des bruits sourds, du verre qu'on ramasse, un balai, un soupir. Puis la voix d'Antoine, plus basse. « Pardon, papa ». Le mot « pardon » m'a traversé comme une chaleur. Pas une victoire, non, une douleur apaisée. Quand ils sont remontés, Antoine avait les mains tinchées. Il avait le visage fermé, mais les yeux humides. Il ne cherchait plus à paraître. Il était là, vraiment là. Il s'est tourné vers moi. « Maman, Il a avalé sa salive. « Je n'avais pas vu que tu étais fatiguée. » Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. « Je ne l'ai pas montré, » ai-je dit. Et c'était vrai. Toute ma vie, j'ai été la femme qui tient, la mère qui ne demande pas, la vieille qui sourit. Et à force de ne rien demander, j'avais fini par disparaître. Antoine s'est assis en face de moi. Il a pris ma main. 1 seconde, 2 secondes. Un geste simple, mais si rare ces dernières années qu'il m'a presque fait mal. Dehors, le vent commençait à faiblir.
Et dans la lumière fragile des bougies, je voyais pour la première fois depuis longtemps une possibilité. Pas de retour en arrière, pas de miracle, une possibilité de vérité. Le matin est arrivé comme une excuse, pâle, humide, encore tremblant de la nuit. Quand j'ai ouvert les volets, l'air sentait la terre retournée et le ciel lointain. La tempête avait laissé des branches brisées, des feuilles collées au mur, un morceau de clôture à terre, et dans les lavandes, des sillons écrasés comme des cheveux défaits. L'électricité n'est revenue qu'en fin de matinée, une lumière brutale, presque indécente après l'intimité des bougies. La maison a repris ses bruits, le frigo, l'horloge, les petits ronflements des appareils, mais quelque chose en nous ne reprenait pas exactement comme avant. Les amis d'Antoine sont sortis de leur chambre tôt. Ils avaient les visages fermés, le corps raide. Ils parlaient bas, comme dans une église. Ils ont bu un café trop vite, ont rassemblé leurs affaires avec cette efficacité honteuse de ceux qui veulent disparaître. L'un d'eux a marmonné un « merci » en regardant ses chaussures. Une autre m'a dit « désolée, madame », encore « madame », toujours cette distance, mais sa voix tremblait. Je n'ai pas répondu par dureté, je n'avais plus de force pour la dureté. J'ai seulement hoché la tête. La vraie question, ce n'était pas eux, c'était Antoine. Ils sont partis avant midi. La voiture a reculé sur le gravier, puis le bruit du moteur s'est éloigné dans les collines. Le silence est revenu, mais ce n'était pas le même. Celui-ci avait une mémoire. Il portait des mots prononcés enfin et des mots qui restaient à dire. Antoine n'a pas bougé. Je l'ai vu près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la route comme on regarde une vie qu'on a trop longtemps ignorée. Quand Jean lui a dit « Tu viens ?» Antoine s'est retourné. « Je reste 2 jours. » Jean n'a pas montré sa surprise. Il a simplement répondu « Alors viens réparer. » Ils sont sortis ensemble, 2 hommes, le père et le fils, l'un avec son silence ancien, l'autre avec son silence nouveau, plus lourd, plus conscient. Ils ont marché vers la clôture tombée, se sont penchés, ont mesuré, ont soulevé des planches. La scène était simple, mais j'avais l'impression de regarder quelque chose d'inédit. Antoine kiffait au lieu de consommer. Moi, je suis restée un moment sur le seuil. Le soleil éclairait les lavandes abîmées. Je les ai regardées comme on regarde une peau qui porte des cicatrices. Ce n'est pas joli, mais c'est vivant. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai préparé du café. Cette fois, j'ai sorti 3 bols. J'ai hésité, puis je les ai posés quand même. 3, comme une décision. En fin d'après-midi, ils se sont assis sur la terrasse, Jean et Antoine, côte à côte. Leurs épaules se frôlaient parfois sans qu'ils y pensent. Un père n'embrasse pas toujours, mais il peut partager une ombre. Jean a sorti une feuille de papier. Antoine a tressailli, croyant revoir la facture. Jean l'a retournée, et j'ai vu sur l'autre face un dessin simple, une carte du champ de lavande derrière la maison, avec des lignes, des carrés, des noms de rangées. Un plan de plantation, précis, patient, le genre de plan qu'on fait pour le futur. « C'était pour toi », a dit Jean. Antoine a pris le papier, il a regardé longtemps sans parler. « Pour moi ?»« Oui. » Jean a bu une gorgée de café. « Parce qu'un jour, je ne pourrai plus m'en occuper, et ta mère non plus. » Cette phrase a frappé Antoine de plein fouet. La vérité des parents, c'est toujours cela. Nous ne sommes pas éternels, et l'enfant, même adulte, ne l'accepte pas jusqu'à ce qu'il soit obligé. Antoine a avalé sa salive. « Je croyais que vous seriez toujours là, pareil. » Jean a hoché les épaules. « On change, mais on reste tant qu'on est respecté. » Je me suis approchée avec les bols. J'ai posé le 3e devant Antoine. Il a levé les yeux vers moi et il a dit, tout bas, « Je reviens, autrement. » Je n'ai pas répondu par un grand discours. Je me suis contentée de poser ma main sur son épaule, 1 seconde, et de respirer. Au loin, les lavandes bougeaient doucement dans le vent revenu calme, et j'ai compris ceci. La famille n'est pas un lieu où l'on se sert, c'est un lieu où l'on apprend à revenir.
Avec le recul, je comprends que cette histoire n'est pas vraiment une histoire de conflit familial, c'est l'histoire d'un silence poli, un silence hérité, un silence que beaucoup de femmes de ma génération ont appris à porter comme une seconde peau. Nous avons grandi avec l'idée que l'amour se prouve par l'effacement, que plus on donne, plus on est aimé, que demander, c'est déranger, que vieillir dignement, c'est ne pas peser. Et pourtant, le silence, à force d'être entretenu, finit par devenir une frontière invisible. Les enfants n'y voient plus clair. Ils avancent, prennent, utilisent, non pas avec malveillance parfois, mais sans conscience. Non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que nous avons trop bien joué notre rôle. Ce que j'ai appris cette nuit-là, sous la tempête et les bougies, c'est ceci. L'amour qui ne se dit pas finit par être consommé comme un service. La générosité sans limite devient une permission d'ignorer. Et la vieillesse la plus douloureuse n'est pas celle du corps, mais celle de l'invisibilité. Il n'est jamais trop tard pour poser une limite, pas pour punir, mais pour redevenir visible, pour rappeler que derrière le rôle de maman, de papa, de grands-parents, il y a encore des êtres humains fatigués, sensibles, dignes. Dire non, ce n'est pas rompre l'amour, c'est parfois la seule façon de le sauver. Et vous? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir étranger dans votre propre maison? Avez-vous déjà donné jusqu'à vous sentir oublié? À quel moment avez-vous compris que le silence ne protégeait plus, mais blessait? Si cette histoire résonne en vous, si elle fait remonter un souvenir, une colère douce, une tristesse ancienne ou un réveil tardif, je vous invite à partager votre propre histoire, dans les commentaires ou de manière plus intime si vous le préférez. Racontez ce moment où vous avez compris que l'amour mérite aussi d'être respecté. Parce que nos silences, une fois racontés, deviennent parfois des chemins pour les autres. I feel like there's a joke or something incoming. I don't really understand what's going on. It's really good. Emote, Jordan. What was I talking about? I love the G-Pass. A G-Pass to the G-spot. Nice. Microwave's nothing to joke about. No, obviously not. I'm just confused as to why this is your chosen subject of choice. You were talking about your playlist. Yeah, but I don't really know what else to add to that now. To be fair, I actually think I want to add Kashmir into it because I'm enjoying Kashmir a lot at the moment as well. This is what we're talking about, right? Apparently we are silly, please. I don't want to talk about microwaves, guys. I have one, it's okay. Okay, that's okay. Maybe everyone, what brand of microwave do you have? Put a fork in it. Nice. Everyone has their special interest. We don't judge yours. To be fair, I love people talking about their special interests to me. Guys, this fucking song, mine is from Asteroid. Shit. Hi, Dolce. It's nice to see you. Samsung one. You've got a Samsung one, Caden. Everyone, what's your brand of microwave? What brand of microwave do you have? Congratulations on getting the chat moving, Carcass. Archie! I got my microwave. I'm losing microwave for reality. I used to have matching toaster and kettle, but recently updated to a gooseneck kettle. Gooseneck kettle. I can't remember. What's a goose? Sorry, don't get me started on my toaster and kettle. All right, Archie. That was so scary opening that. Oh, she's fancy with it. All I could see was Goody Goose as well, Maria. Is this for special tea? There's a song that always makes me think of you since I was introduced from your stream. I don't know what it's called. Is it 50 Ways to Leave Your Lover by Paul Simon? I get that a lot. Archie, hello. You've got a Russell Hobbs microwave. Sorry about you being so fancy. Panasonic microwave. You've got a Panasonic microwave. If Apple made microwaves, I'd buy an Apple one. Me too. Mine hasn't been cleaned since 2022. I've never cleaned mine. Although it's brand new, so I wouldn't have. What kettle and toaster have you got, Archie? The watering kettle. The watering kettle.
Oh, nice, Caden. Yeah. But I still need a bit of milk, full fat, which I've warmed in the microwave. Nigella, be safe. Oh, sorry, there's a live vintage white rabbit. Sorry, I didn't mean to click that. Sorry, I didn't mean to click that. Why is there a live vintage white rabbit? Best stream ever. There's 263 people watching it. Can we get them to come watch my stream instead? I'm way more entertaining. Is it available to purchase? It's 4K. 257 people watching it. I can't even break 40. What microwave? Caden, that was really good. That really got me. Oh, Jesus. Oh, well done. It's back up to 260. That is mental. Oh, okay. Very nice. Okay. Sorry, that's out of pocket. What brand dryer? I don't have a dryer. I'm poor. I have a microwave and my radiators are my dryers. My microwave's still clean. Clears all yours combined. What's a combined? What is a combi microwave? I don't really understand. Okay, mine's a tower, whatever that is, and it's busted and spins the plate anytime the door is shut. So the door is permanently left. Like, wait, if you shut the door, it spins the plate anytime the door